Bonsoir à tous. Et puis, bien, merci de votre présence. Elle n'est pas nombreuse, mais il y a quand même un petit peu de monde et nous, ça nous convient bien. C'est pas la quantité qui va compter, du coup, mais c'est la qualité de la conférence. Et puis, vous allez voir, on va vous faire travailler en plus. Donc, il va y avoir deux parties sur cette conférence. Une partie où Sébastien va nous expliquer les choses, et puis après, du coup, on ira en atelier. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, Alain Gobier, je suis en charge de la transition énergétique sur la communauté de communes Vallée de l'Orne-et-Godon, et je suis également maire des Quais Notre-Dame. Un remerciement à Madame Caillot. Comment? Quel timing. Ah bah alors ça, c'est super. Bon, merci Madame Caillot, du coup, qui est la principale du collège. Merci de nous accueillir. Je rappelle que la conférence, elle est enregistrée et filmée. Voilà, comme tu me l'as rappelé, Philippe. Et du coup, peut-être un petit rappel que dans le cadre de la démarche de transition de la communauté de communes, il y a des cycles de conférences qui ont été organisés comme ça depuis un an sur des thématiques différentes. Donc là, ce soir, du coup, c'est sur les mobilités. Et la fois d'après, ce sera sur le numérique. Je ne vais pas revenir en arrière, mais comme ça, plusieurs thématiques abordées. Le but, c'est essentiellement de les destiner aux élus, mais aussi aux administrés. Ce soir, il y a plus d'administrés que d'élus, et tant mieux, parce que c'est le but aussi, c'est de pouvoir intéresser la population. Le but, c'est de créer également des moments d'échange pour parler des actions possibles au quotidien et faciliter aussi la culturation sur ces sujets-là. Peut-être un rappel aussi de ce qui est fait sur la communauté de communes par rapport à tout ce qui est mobilité, parce que on a une politique quand même assez forte sur le sujet. Alors en cours, il y a le SRAV, le savoir rouler à vélo. C'est comme une formation qui est à destination des élèves, et notamment des CM2. Donc je ne sais plus combien d'élèves ont été formés jusqu'à présent, mais c'est entre 300 et 400 élèves qui ont été formés sur ce savoir rouler à vélo. Et ça concerne essentiellement les CM2. Nous avons mis en place également le Blablacar Daily pour le covoiturage. Donc je vous invite aussi à télécharger l'application sur vos smartphones si vous êtes intéressés. L'aide à l'acquisition de vélos, l'aide à la réparation de vélos. Il y a eu également 320 arceaux de stationnement vélo qui ont été disposés sur l'ensemble du territoire, dans chaque commune. Et puis, bientôt, une borne de recharge, de gonflage et de réparation au pont du Coudray dans le cadre du schéma directeur des mobilités. Il y a un stationnement aussi sécurisé qui sera mis en place. Dire aussi peut-être, ça me semble important, c'est qu'entre l'habitat et les mobilités, ça représente 80% des consommations énergétiques. 50% là pour l'habitat, 30% pour les mobilités. C'est forcément des axes qui nous intéressent et sur lesquels nous on a mis des priorités pour pouvoir travailler et puis pouvoir essayer de travailler sur le sujet. Je vais te laisser la place. Je vais te laisser te présenter. Je veux juste te dire que c'est Sébastien Bellé et qu'il est de courant alternatif, hein, c'est ça. Voilà. Donc avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1 heure de présentation et 1 heure d'atelier. Et puis après, un petit moment de convivialité si vous voulez bien. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sébastien Bellé, je suis travailleur indépendant. Ma structure s'appelle Courant Alternatif. Et en fait, moi, je suis travailleur indépendant, mais pas tout seul, dans une coopérative qui s'appelle Créacop 14, qui est basée à Hérouville-Saint-Clair, juste à côté de Caen. Et c'est important pour moi de vous le préciser parce que c'est une coopérative, donc c'est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Et mon métier, c'est d'accompagner les organisations dans leur transition écologique, au sens large. Mais avant de faire ça, ça fait 3 ans que je suis travailleur indépendant, j'étais ingénieur dans une institution qui s'appelle l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et je me suis notamment occupé pour la Normandie de la question des mobilités durables. Voilà. Donc parfois, on m'appelle aussi pour des missions concernant la mobilité durable ou les bâtiments de demain qui correspondent à mes anciennes expertises de l'ADEME. Alors ce soir, on va parler de mobilité. J'ai déjà croisé certains ou certaines d'entre vous, puisque j'ai eu le bonheur l'année dernière d'animer les débats de la communauté de communes voilà, pour un avenir commun. Voilà. Et donc là, je reviens plus avec la casquette d'intervenant. Donc il y aura un premier temps de conférences, débats, échanges, où on va se parler de mobilité durable, et on va essayer d'aborder les choses sérieuses sans forcément se prendre au sérieux. Vous allez voir que je prends certaines libertés dans la présentation. Et puis, on va avoir le bonheur d'utiliser un petit outil que certains connaissent peut-être déjà aussi. Petit outil, mais en fait de très haute technologie. Vous avez tous trouvé sur votre siège 4 petits cartons. Voilà, de couleurs. C'est un système donc de pointe qui se nomme ABAC. Comme vous pouvez le constater, il est ultra fin, ultra léger. Il y a une gamme de coloris infinie. D'accord ? C'est un outil de pointe qui permet d'avoir une interface de connexion directe entre un intervenant et son public, sans même passer par un écran. C'est quelque chose à directement connecter du cerveau à la vue. Donc, je vous propose de le tester tout de suite. En fait, je vais vous proposer, pendant la présentation, un certain nombre de questions sur lesquelles vous allez pouvoir réagir en levant le carton qui correspond à la réponse que vous souhaitez promouvoir. Et pour tester l'outil, voir s'il fonctionne bien, parce que parfois la technologie de pointe, vous savez, on n'est pas tout à fait raccordé. Je vous propose de prendre donc l'ABAC jaune et de penser très fort à quelqu'un à qui vous avez envie d'attribuer un carton jaune. Je pense qu'on a tous quelqu'un en tête. Voilà. Et du coup, ça va, niveau de concentration, vous avez tous quelqu'un en tête. Et maintenant, de tendre le carton jaune à la personne. Est-ce que vous pouvez tous voir si l'ABAC fonctionne ? Ouais. Ça marche, ça marche. Monsieur, vous n'avez pas d'ABAC, mais ça semble fonctionner. Bravo. Alors merci, je vois qu'on n'est pas lâché par la technique, on va pouvoir faire une conférence dans de bonnes conditions. Ok. Donc, mobilité durable, des constats à l'action. On se dit que dans un monde idéal, dans un village idéal, un bourg idéal, évidemment, nous aurions tous les services à portée de main et tous nos besoins seraient satisfaits dans la proximité, peut-être en marchant, peut-être au pied, en vélo. Mais tout ça, c'est un monde rêvé, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plutôt dépendant de nos véhicules, de nos voitures, en tout cas pour la plupart d'entre nous, et pour satisfaire un certain nombre de besoins essentiels. Donc comment est-ce que on est prisonnier de cette situation ? Comment on peut s'en libérer? Quels sont les impacts en fait de cette situation? Et comment est-ce qu'on peut essayer d'arranger les choses? Donc j'ai 1 heure pour faire de vous des experts de la mobilité durable. Donc je vais essayer de tenir ce défi. Et en deuxième partie, eh bien, ce sera à vous de résoudre des problèmes sur des cas précis de gens qui sont enfermés dans les pratiques de mobilité avec de fortes impacts. Alors, on va reprendre au début. Et la première partie de cette conférence va être un peu une histoire que je vais vous raconter, celle de la vitesse, ou plutôt de la mobilité, parce qu'on va voir que les deux sont intimement liés. Et donc, pour raconter une histoire, je reviens tout au début. Et au commencement était la marche. On voit très bien sur ces représentations rupestres, il n'y avait que la marche. Il faut imaginer un monde absolument terrible. D'accord ? L'être humain n'a pour se déplacer que l'énergie de son corps et ces 2 protuberances bizarres qu'il y a au bout de nos membres inférieurs. D'accord ? Il n'y a pas de voiture. D'accord ? Il n'y a pas de SUV. Il n'y a pas de kangou électrique. C'est un monde absolument terrible. D'accord ? Et la marche sert à l'humain pour survivre, en fait. Voilà. Il doit s'adapter aux saisons. Voilà. Il doit aller là où est la nourriture. Il doit suivre les saisons et le rythme des troupeaux. Le seul moyen de survivre, c'est de marcher après la nature et après les saisons. Donc évidemment, c'est un monde assez compliqué. Assez vite dans l'histoire de l'humanité, on trouve un truc super, c'est l'agriculture. L'agriculture nous permet de maîtriser les saisons.
plutôt que de courir après les troupeaux et après les floraisons, les bourgeons, etc., eh bien, on vient les planter dans un périmètre restreint, on vient capturer les troupeaux et les garder sous la main, ce qui transforme complètement le rapport de l'humanité à son espace. On peut se sédentariser, on peut faire des stocks, on est moins sujet à la variation saisonnière, on peut commencer à avoir une autre culture, une spécialisation des métiers, parce qu'on reste au même endroit. Donc ça change, et commence à y avoir ce rapport entre la ville et la campagne qui se met en place. Puis, en capturant les animaux, en les apprivoisant, on peut les mettre aussi à notre service. Donc il y a un petit peu aussi de traction animale, un petit peu de mobilité animale, mais cela dit, l'être humain, il reste limité par l'énergie qui est disponible à proche de lui, c'est-à-dire celle qui est fournie par ses récoltes, qui est fournie par les animaux, qui est fournie par son propre corps. Il ne peut pas aller très vite, très loin. Donc il reste, malgré tout, attaché à son environnement, et les choses se développent dans des périmètres restreints. C'est à cette époque qu'on commence à avoir le concept de banlieue. Parce que vous savez historiquement ce que c'est que la banlieue. Maintenant on a une vision banlieue, ok, d'accord, les quartiers autour des villes. Alors la banlieue, historiquement, c'est la zone où le seigneur peut exercer le droit de ban, c'est-à-dire faire lever l'armée, d'accord, exercer un certain nombre d'autres pouvoirs, et qui est ce droit, pour un seigneur urbain, qui est seigneur d'une cité, il s'exerce à une lieue autour de la cité. Donc banlieue, c'est j'exerce mon droit de ban à une lieue autour de ma cité, et une lieue, en fait, c'est une distance approximative, c'est le temps qu'on met 1 heure à parcourir à pied. Voilà. C'est le temps qu'on met 1 heure de marche à parcourir. Et c'est amusant parce qu'il y a une constante, ça a été démontré scientifiquement sur les questions de mobilité, il y a une constante qui traverse toutes les sociétés et toutes les époques, c'est qu'en moyenne, l'être humain se déplace 1 heure par jour. Alors c'est en moyenne dans une société. Vous allez voir des gens qui se déplacent beaucoup plus, des gens pas du tout, mais en moyenne, dans la société française, dans la société japonaise, à l'époque du Moyen-Âge comme aujourd'hui, on se déplace en moyenne 1 heure pour satisfaire nos différents besoins. Donc ça, c'est une constante qui s'appelle la constante de Zahavi, voilà, et qui est une sorte de vérité dans l'histoire de la mobilité, et en tout cas qui bouge très peu. Ok. Donc toujours l'énergie musculaire, et toujours ce périmètre qui est défini par l'énergie qu'on a à notre disposition. Arrive la révolution industrielle, et là les choses commencent à bouger un peu, puisque l'humain met à sa disposition une autre forme d'énergie, énergie fossile, celle du charbon, qui lui permet de démultiplier sa force, sa puissance et sa capacité à transformer son environnement. Et ce charbon nous permet de développer la machine à vapeur, qu'on avait déjà utilisée pour notamment faire brûler du bois, mais avec du charbon, on la rend plus puissante, plus efficace. Et ça permet de développer notamment le transport ferroviaire. Donc, vous voyez ici, en 1829, la roquette atteint la vitesse phénoménale de presque 50 km/h. Ça fait très peur à l'époque. D'accord ? Les gens sont absolument terrorisés par ces monstres à vapeur. Au début, ils sont très très mal acceptés dans la société. Okay ? Ça va trop vite, c'est des enchantements du diable, etc. Le charbon, c'est un truc qui est sous la terre, c'est en lien avec les enfers. C'est tout ça, hein. Voilà, c'est ça la culture de l'époque. Ok, mais du coup, le territoire se transforme, mais il conserve quand même ses centralités. Quand on fait rouler un truc comme ça, c'est pas pour qu'il s'arrête toutes les 200 mètres, d'accord ? Donc on va plus vite de ville en ville, de bourg en bourg, tout un réseau ferroviaire qui se développe dans les pays qui commencent à s'industrialiser. Et il commence à y avoir un début de spécialisation territoriale. On peut faire venir des gens des campagnes pour travailler dans les usines et en ville, etc. On commence à avoir la spécialisation. Un peu plus tard, nouvelle innovation technologique, la bicyclette. Alors, elle qui est super intéressante, parce qu'elle permet de démultiplier le pouvoir de la marche. Je suis un marcheur rapide. Voilà. J'augmente mon périmètre, celui de ma marche, je me fais une fameuse constante de Zahavi que je pouvais faire en marchant, je multiplie par 3, voire par 5, grâce à ma bicyclette. Ça demande peu de matériel, c'est pas très cher. Au début, bon, c'est plutôt les bourgeois, les classes aisées qui s'en emparent, mais très vite ça se démocratise, et ça permet aussi aux femmes de pouvoir se libérer d'un certain périmètre du quotidien
Et donc il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la bibliothèque, à la bicyclette, à la bicyclette qui est vraiment vécue comme un mode de transport d'émancipation. Toujours à cette époque va se développer l'automobile, les premières automobiles. Et est-ce que vous savez quel était le nom de la première voiture, la première automobile capable de dépasser les 100 km/h? Donc on va faire appel à notre ABAC. Si vous pensez qu'elle s'appelait la battante, je vous demandais de voter bleu. Si vous pensez que c'est plutôt la militante, je vous demandais de voter rouge. La toujours prête, vert, ou la jamais contente, orange. Alors, je vous laisse réfléchir. Et votre vote. Alors, la battante, je vois beaucoup de bleu, ouais. Beaucoup de bleu, un vert, un orange, ok. Eh bien, bleu n'est pas du tout la bonne réponse. C'est la jamais contente. La jamais contente, oui, bien joué, bravo, une bonne réponse. La jamais contente, c'est une voiture belge, développée donc en Belgique, qui est électrique. Les premiers véhicules individuels de type automobile rapide et performant sont des véhicules électriques. À cette époque, là on est en 1899, vous voyez cet exemplaire de la jamais contente et qui va atteindre la vitesse de 100 km/h. Et des batteries, ouais. Ouais, avec des batteries. Ouais, tout à fait. Donc c'est aussi un changement culturel, mais alors vite, on va être limité avec ces premières technologies électriques par le poids du véhicule. Les batteries très lourdes, il faut imaginer que tout ça en fait c'est chargé de batteries, donc on ne peut pas mettre grand monde. Et ça va être un blocage un petit peu au développement de ces technologies électriques dans la voiture individuelle. On passe un cap, 1950, après Seconde Guerre mondiale, et là, on n'est plus sur le prototype de la jamais contente, mais vous voyez, là, on a un salon de l'automobile de Genève, et tout le monde vient voir les nouveaux modèles classieux des grands constructeurs américains, italiens, etc. On est à l'aube de la démocratisation de l'automobile individuelle, qui est, elle, permis non pas par l'abondance du charbon, mais par l'abondance du pétrole. Notre énergie fossile, encore plus intéressante que le charbon, encore plus concentrée, encore plus puissante, qui permet eh bien, de mouvoir ce genre de véhicules. Et on rentre de nouvelles étapes de la transformation des espaces. On l'a dit tout à l'heure, on fait toujours le lien entre mobilité et aménagement. Et grâce à ce type de véhicule, on peut aller partout, quand on veut, sur n'importe quelle distance. On n'a plus besoin de centralité. Donc je peux aller chercher du foncier pas cher dans les campagnes, et puis revenir très très vite là où il y a des services publics, où il y a des commerces, etc., etc. Je peux commencer à miter mon territoire grâce à ce type d'outils, que ne permettait pas le train, puisque j'ai besoin de centralité et de gare, je ne peux pas m'arrêter tout le temps, ce que ne permettait pas non plus le vélo, puisque j'ai quand même un périmètre d'éloignement qui est limité. Donc là, transformation des espaces, migration vers le foncier bon marché, perte de proximité, perte de centralité et gain, bien sûr, de liberté et d'autonomie pour ceux qui peuvent accéder à ces véhicules, mais ça va devenir de plus en plus accessible. Par contre, je fais de plus en plus de distance grâce à ce type de véhicule, mais je ne me dépasse pas plus longtemps. La constante reste en moyenne 1 heure de déplacement par personne et par jour, en moyenne dans la société. Puis ce phénomène va s'accélérer encore avec les grandes infrastructures permises par toujours le pétrole. On va démultiplier notre pouvoir d'influence et de destruction aussi de notre environnement. Donc des routes pour toujours aller plus vite, des autoroutes, politique d'aménagement du territoire. Tout territoire doit être à moins de 30 minutes d'une autoroute pour accélérer les échanges, TGV, aéroports, hypermarchés. Ça fait partie d'un système qui privilégie la vitesse, et on a vraiment un système, un effet d'aspiration, d'entraînement. Plus je vais chercher de la vitesse, plus je vais chercher à développer des infrastructures pour la satisfaire. Donc, eh bien, j'ai petit à petit mes services qui se concentrent près des nœuds de vitesse et qui désertent mes territoires moins denses.
et qui déserte mes bourgs, et qui déserte mes campagnes. Et je vais toujours rapprocher les choses près de mes aérogares, de mes nœuds autoroutiers, etc., etc. En même temps, ceux qui n'ont pas accès à cette vitesse sont de plus en plus marginalisés. Parce que si je n'ai pas accès à l'automobile et si je n'ai pas accès à tout ça, ben les services ils sont éloignés de moi. Et en France, encore aujourd'hui, j'ai 20% de la population qui vit sans voiture. Alors, je suis revenu en arrière, pardon. Ah, je clique dans le mauvais sens. Voilà. Alors, pardon. Donc, on arrive aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il est temps, en fait, de ralentir par rapport à cette course à la vitesse, puisque les difficultés commencent à surgir un petit peu. La dépendance à l'automobile, qui était quelque chose, effectivement, un outil fantastique, très pratique, qui permettait d'accéder à tout un tas de choses. Aujourd'hui, plus de 90% des trajets en zone dense se font en automobile et sont devenus indispensables pour accéder à un certain nombre de services. Mais même dans les grandes agglomérations, en fait, si on regardait au niveau de Caen, plus de 70% des trajets se font en automobile. Voilà, c'est pas un privilège des zones denses, en fait, d'être dépendant de l'automobile. Et pourtant, l'automobile reste utilisée aussi pour faire des petites distances. On a plus de 70% des trajets de moins de 5 km qui sont faits en voiture individuelle. D'accord ? 70% des trajets de moins de 5 km aujourd'hui sont faits en voiture individuelle, que ce soit en zone urbaine ou en zone peu dense. Et on arrive à ça, donc à des situations maintenant de saturation de l'espace public. On a beau faire toujours de nouveaux barreaux, des nouvelles routes, élargir, etc., etc. On arrive à ce système de saturation, donc on passe de plus en plus de temps immobile dans des véhicules censés aller vite, et de plus de temps à essayer d'aller vite sur des véhicules immobiles. C'est quand même un peu paradoxal. Donc la mobilité, on l'a vu, c'est un préalable en fait à la satisfaction d'un certain nombre de besoins essentiels pour faire société, si simplement pour avoir accès à des services publics, voilà, une éducation, etc. Et ces besoins essentiels sont souvent contraints par le fait de disposer de cet accès à la vitesse, de cet accès à l'automobile. Donc du coup, comment pouvoir continuer à accéder à ces droits en se libérant de ce système-là? C'est ce qu'on va essayer de voir un peu par la suite. Donc hypermobilité, hypervitesse, est-ce que c'est une voie sans issue? On a déjà un petit peu répondu, mais on va approfondir le truc. Mais avant, vous allez à nouveau prendre votre abac. Et je vous pose cette question. En France, quel est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, selon vous? Donc c'est le bâtiment, hein, tout ce qui est construction, rénovation. C'est les transports. C'est l'industrie. Ou c'est le e-sport. Vous savez, c'est le sport électronique sur des concours de... Vous savez que le numérique est très émetteur de gaz à effet de serre, très consommateur de ressources aussi. Donc je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Et votre vote, s'il vous plaît. Alors, je vois pas mal de rouge, quelques bleus, verts, personne n'a voté orange. Ouais, et c'est le rouge, oui. C'est le transport, le premier secteur. Il n'y avait pas de piège cette fois. Le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Alors, quel problème ça nous pose, cette situation des transports aujourd'hui? Déjà, premier souci environnemental, les transports, c'est plus de 30% des gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Voilà, premier secteur. Plus d'un tiers du problème des gaz à effet de serre en France, donc derrière le changement climatique, etc., etc. Ce sont les transports. Et dans ces 30% de transports, il y a 90%, c'est du trafic routier. Voilà. Donc on sait où sont les leviers, hein, si on veut réduire nos gaz à effet de serre, transport, trafic routier, et notamment, il y a une très grosse part de voitures individuelles dans ce trafic routier. Qui contribue à dérégler le climat, qui contribue à provoquer des événements climatiques extrêmes qui amènent à ce type de choses, voilà, événements climatiques extrêmes. Nos infrastructures pour aller vite sont barrées par des inondations, c'est qu'un exemple, mais il y en a plein d'autres de ce type-là. Aujourd'hui, vous savez, hein, le niveau d'urgence climatique, hein, donc il va falloir s'adapter. Il va falloir continuer à réduire nos impacts pour éviter un emballement trop important. Je renvoie aux autres conférences là-dessus, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc, impact environnemental qui est évident, en plus dans un monde où il y a de moins en moins de ressources, y compris de pression sur la ressource pétrolière. Autre impact,
Impact social. Je vous l'ai dit tout à l'heure, augmenter la vitesse, ça fait se marginaliser ceux qui sont les moins rapides, les moins mobiles. Parce que tous les services ont tendance à se concentrer près de nœuds de vitesse. Donc plus je suis éloigné, moins j'ai accès à de la vitesse, et bien moins j'ai accès à des services, moins je peux me débrouiller. Et aussi le coût des transports. Aujourd'hui, une voiture, le coût estimé par l'Automobile Club de France, c'est l'ordre de 5 à 6 000 euros par an. D'accord ? Ça veut dire que quand je travaille au SMIC, plus d'un tiers de l'année, je travaille juste pour payer ma voiture. C'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Posséder une voiture, c'est 30 à 40% d'un SMIC en équivalent. Donc ça, vous avez tous les ans le rapport de l'Automobile Club de France qui chiffre le prix d'une voiture individuelle, tout compris. Un jeune sur deux ne passe pas le permis aujourd'hui pour raisons économiques. Une personne sur deux en insertion a déjà refusé un emploi pour des questions de difficulté d'accès et de mobilité. Donc il y a vraiment une question sociale derrière cette surreprésentation de l'automobile dans nos déplacements. Aspect économique. Pour accéder à cette automobile qui nous rend tellement de services, il faut du pétrole. Bon. Combien la France produit de son propre pétrole? À votre avis? On est proche de zéro. Ouais. Combien l'Europe, on dézoome, produit de son propre pétrole? À peu près pareil, ouais. Environ 1%. D'accord. Il en reste un peu en mer du Nord, et puis basta. Donc c'est-à-dire que sur une ressource stratégique, essentielle, qui fait tourner 90% de notre économie, parce que 90% de la mobilité, d'accord, qui dépend du pétrole, on est complètement dépendant de puissances étrangères. Dans un monde où la géopolitique est quand même de plus en plus compliquée, je ne suis pas sûr qu'à long terme, ce soit une très très bonne idée. D'accord. Donc que deviennent nos entreprises, que deviennent nos métiers, nos jobs, si le pétrole vient à exploser au niveau des prix ou simplement à se raréfier, eh bien, on est bien embêté. Autre impact, la question du territoire. On l'a dit tout à l'heure, avec l'automobile, on a pu se libérer de la distance, se libérer de la centralité et avoir des aménagements de ce type-là. Qui sont... Alors ça, c'est quelque part sur la plaine de Caen, hein. D'accord. Donc ces 10 territoires, aujourd'hui, l'alternative à l'automobile, elle est juste techniquement plus possible, en fait. C'est-à-dire qu'en marche à pied, j'ai des distances qui sont trop longues. En vélo, c'est pareil, je vais avoir très peu de choses accessibles. Et je ne suis pas dans des systèmes assez denses pour pouvoir faire venir du transport en commun. Ou alors, il va coûter extrêmement cher à la collectivité. Je ne vais pas avoir de rentabilité facile sur du transport en commun. Donc ça devient des endroits où c'est très très difficile de faire autrement qu'avec la voiture. En plus de consommer de l'espace, etc., il y a tout un enjeu aussi, biodiversité, terre agricole, de ce modèle-là. Dernier aspect, c'est l'accompagnement. Si on veut changer de système de transport, ça veut dire changer pas mal d'habitudes. Et ça va être de plus en plus compliqué de changer. Alors vous avez un petit schéma qui a été fait là par les gens de Copenhague, qui est assez amusant. Il dit voilà, en 1800, j'ai le cavalier, le piéton, bah c'est facile, les routes, les accès, c'est tout droit, d'accord. En 1900, même si je rajoute le vélo et le tramway, bon, ça complexifie pas forcément mon niveau de transport, mais aujourd'hui, mes infrastructures routières sont prioritaires partout, sont faites pour être rapides, donc elles coupent les espaces, et puis les autres, ils doivent faire le tour. Vous devez contourner, vous avez des ruptures. Voilà. Donc c'est de plus en plus compliqué, vous avez des discontinuités hein, pour ceux qui sont cyclistes. Hein. Des fois, on arrive sur un carrefour, on ne sait plus si on doit aller, etc. Il n'y a plus de continuité pour le vélo, parce que l'automobile a pris toute la place, que ça soit vrai ou que ça soit un sentiment d'insécurité. C'est pareil pour les piétons. Les transports en commun, bon, on essaye de desservir au maximum tout le monde, donc ça prend un temps fou et ça fait des tas de détours. Et donc, comment est-ce qu'on redonne de la fluidité à tout ça? Comment est-ce qu'on permet à ces modes de transport qui ont été marginalisés de reprendre un petit peu une autre dimension? Ça s'accompagne en fait. Ça ne peut pas être juste des solutions techniques qu'on apporte, il faut aussi accompagner les gens à pouvoir faire ce type de changement. Oui. Question. Sur la voiture, oui. Le trait tout droit, c'est vrai pour les voitures qui sont sur des grands axes. Oui. C'est pas vrai pour celles qui sont dans les territoires, qui doivent aller chercher les ponts au-dessus de l'autoroute, etc. Oui, c'est une simplification, hein, évidemment. Mais globalement, on
retrouve Voilà. un peu ce que vous avez dit avant Ouais. sur les différenciations sociales Tout à fait. territoriales. Et on est en train, dans certaines villes, d'essayer d'inverser ça, de rendre moins facile le trajet direct. Hein. Pendant les années 60-70, on a adapté la ville à l'automobile. On enlevait les voitures berges pour faire les voies, les bords des canaux, etc., pour faire des autoroutes ou des voies rapides. Il fallait rentrer le plus rapidement par des voies rapides dans la ville. Et maintenant, on est en train de complexifier le trajet automobile dans les zones denses pour rendre ça moins vrai et plus concurrentiel des autres modes de transport. Alors, problème environnemental, question sociale, question des ressources, question de l'aménagement du territoire, question de la complexité. Ça fait beaucoup de choses à traiter. Alors, on va essayer de se donner une destination et des pistes d'action quand même pour voir comment on peut sortir de tout ça. Déjà, la destination. Nouvelle question, cher public. En parlant de gaz à effet de serre, justement. De combien il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports d'ici 2030, c'est demain, d'accord, pour que la France puisse tenir ses objectifs climatiques. Alors, à votre avis, réduire de 0, parce que réduire c'est périr, réduire de 15%, de 30% ou de 60% d'ici 2030. Alors on y va. Je vois du vert qui se lève, un peu de jaune. Le vert majoritaire, eh bien cette fois la majorité l'emporte avec raison. C'est 30% d'ici 2030, mais l'objectif final c'est en 2050. Vous voyez, ça c'est la courbe d'émission des gaz à effet de serre en France liés au transport. Ça c'est la trajectoire qu'il faut adopter pour atteindre nos objectifs climatiques. Il faut réduire de plus de 75% en 2050. Donc à arriver à presque rien. D'accord ? Et sortir complètement des énergies fossiles, sortir complètement du pétrole notamment, pour toute notre mobilité. Avec évidemment des étapes intermédiaires, c'est pour ça que moins 30% en 2030. Ok. Alors la marche paraît haute, hein. Ça va pas être évident. Mais il y a quand même des pistes. Alors, sous quelles conditions on peut imaginer atteindre cet objectif ? Hop. La première, c'est partir de nos vrais besoins. Vous voyez, cette personne a un problème de qualification de son besoin. D'accord ? Elle n'a pas choisi le véhicule le plus adapté pour transporter son bois de chauffage. Et c'est une question qu'on devrait se poser plus au quotidien. Le déplacement en tant que tel, c'est rarement lui le besoin. Le besoin, c'est ce qu'on fait au bout du déplacement. Hein, c'est faire ses courses, rendre visite à un ami, accéder à une administration, etc. etc. Et du coup, la vraie question, c'est comment je peux satisfaire ce besoin avec l'outil le plus adapté, donc pas celui-là. Et peut-être que prendre un véhicule qui fait 1,5 tonnes ou 2 tonnes pour déplacer une seule personne sur moins de 5 km, j'ai pas tellement adapté le véhicule à mon besoin. C'est-à-dire que ça fait rire, mais l'inverse qui est tout aussi absurde, je suis une personne de 60 kg dans un véhicule de 2,5 tonnes pour faire moins de 5 km, ça fait rire personne. C'est notre quotidien. Pourtant, c'est l'inverse exactement de cette illustration-là. Alors, l'autre chose, c'est que il ne suffit pas de savoir pour changer. Il ne suffit pas d'avoir la bonne réponse non plus pour changer. Vous voyez, là, cet homme préhistorique, je suis revenu à l'aube de l'humanité, il a fait une super découverte, hein, il a inventé la roue. Et puis les autres lui disent non merci, on est trop occupés. Hein, et ils traînent leur chariot à roue carrée. D'accord. En fait, il y a énormément de choses comme ça sur lesquelles on est pris dans notre quotidien, pris dans nos habitudes, pris dans nos manières de faire, et qu'on n'est pas réceptif aux innovations, on n'est pas réceptif aux autres solutions, et juste de savoir ne suffit pas à provoquer le changement. C'est-à-dire que même si je peux vous raconter tout ce que vous convaincre, vous allez être convaincu qu'on peut faire autrement, mais pour autant, vous n'allez pas faire autrement. Donc il faut pouvoir, encore une fois, être dans cet accompagnement, et pour pouvoir vraiment changer les choses, il faut faire ensemble. Voilà. C'est l'action
qui provoque le changement. Et après, on va se raconter pourquoi on a bien fait d'agir, mais en fait, c'est par l'action. Donc, il faut tester des trucs. Il faut tester des trucs. Une fois, ok, j'y vais en vélo, une fois, je teste le covoiturage, une fois. Même si ça semble un petit peu, il faut se forcer un peu, c'est par l'action qu'on peut vraiment engager d'autres choses. Ok, donc les conditions, on l'a vu, c'est partir des vrais besoins, donc se questionner qu'est-ce qui est le plus adapté par rapport à un besoin et pouvoir accompagner le changement. Et puis maintenant, les incontournables du passage à l'action. Alors, avant de passer aux incontournables, parce que vous avez tous envie de passer à l'action. Dernière question, peut-être, de notre abac. À votre avis, quels sont les 2 principaux critères de choix d'un mode de transport? Donc là, vous allez pouvoir lever 2 cartons. Allez, parce qu'il y a 2 critères de choix. Donc qu'est-ce qui vient en premier? Par exemple, si j'ai le choix, de chez moi, je sors, j'ai le choix entre plusieurs modes de transport. Quels sont les critères qui vont faire que je vais choisir tel plutôt que tel autre? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est la rapidité? Est-ce que c'est le sentiment de sécurité? Ou est-ce que c'est le côté pratique? Voilà. Votre vote, s'il vous plaît. Alors, là, j'ai des votes beaucoup plus dispersés. Du bleu et du vert par là, du rouge ici. Alors, c'est très varié. Je ne saurais pas déterminer une tendance. En fait, ça, c'est une autre constante. Que je sois sur un vélo à Amsterdam, que je sois dans les embouteillages sur le périph' de Caen, que je sois sur une trottinette à Barcelone, que je sois en covoiturage à Évrecy, eh bien, en moyenne, les gens choisissent leur mode de transport parce que c'est le plus rapide et parce que c'est le plus pratique. Et ces critères-là sont largement devant tous les autres. Ouais. J'ai aussi choisi la sécurité. Je Ouais. peux intervenir là-dessus et dire pourquoi Ouais. j'ai choisi la sécurité. Pourquoi avez-vous choisi la sécurité? Moi, j'ai un problème, j'habite à Maillé. Ouais. Et je vais faire mes courses à Intermarché d'Evrecy. Mhm. Je vais faire mes courses au supermarché à Saint-André. Donc, quand je vais à Saint-André, c'est génial parce que j'ai la voie verte pour prendre mon vélo. Parfois, je vais même à la grande ferme à Fontenay-le-Marmier. Et là, au miracle, il y a une piste cyclable toute neuve qui a été construite entre Meaux-sur-Orne et Fontenay-le-Marmier. Par contre, quand je veux aller à Évrecy, je suis obligé de passer par Avenay. Donc, je prends une route qui est toute droite, qui n'est pas très sécure pour les cyclistes. Et je fais un grand tour par derrière Avenay. J'arrive à Évrecy. Puis, alors là, quand je veux aller à la pharmacie à Sainte-Honorine, j'habite à Maillé, en vélo, je suis obligé de faire le grand tour, de passer par Meaux-sur-Orne. Et vous prenez un trajet qui est plus sécurisant. Ouais. Donc, bien sûr. D'entre vous ont déjà utilisé la route en vélo entre Amaillé et Évrecy, mais bon courage. Et là, vous avez bien sûr. Mais là, on est sur une moyenne, en fait. Voilà. Et après, chacun va avoir, évidemment, aussi... je fais appel à des personnes vulnérables qui n'ont vraiment pas de moyens. Le coût sera en premier, évidemment. Voilà. Si je fais mes trajets en vélo dans un périmètre qui est plutôt insécurisé, ça va être ça qui me permet de me déterminer. Mais globalement, aujourd'hui, sur les populations en Europe, donc il y a plusieurs études qui ont été faites par des sociologues des transports sur ces questions du choix, des critères de choix. Dans la moyenne de la population, c'est clairement qu'est-ce qui me semble le plus rapide en porte-à-porte, pas forcément qu'est-ce qui est vraiment le plus rapide en porte-à-porte, mais qu'est-ce que dans ma tête me semble le plus rapide en porte-à-porte, et qu'est-ce qui me semble le plus pratique, c'est-à-dire j'ai pas besoin de trop réfléchir. C'est immédiat, j'ai pas un truc à consulter, pas une carte à sortir, un billet à acheter, etc. Je peux y aller sous la pluie, je vais pas me poser la question de comment je m'habille, c'est pratique, je peux écouter ma musique, c'est pratique, c'est rapide et pratique. Ah ouais, je pourrais vous les donner, ouais, tout à fait, c'est assez surprenant. Et ça... En plus, c'est pas très intéressant pour ouais. ce qui me concerne là. Ouais. Bah oui, très précisément, de quelle manière on peut éviter de prendre la voiture. Ouais. C'est pas des enquêtes européennes très globales, et certainement qui ont été faites avant le Covid peut-être, ou tout ça, donc qui vont nous faire avancer. Et alors ça, c'est une autre... avance, et là on dit des choses qui sont... on entend des choses qui c'est un peu...
Alors, je suis désolé que ça ne corresponde pas à votre besoin. Pourquoi? Moi, je considère que ça, c'est intéressant. Je viens à un atelier sur les mobilités dans Ouais. la communauté de communes pour voir un peu les difficultés qu'on peut avoir et ce que l'on pourrait faire en termes d'action Ouais, en tant que citoyen. ouais, Et ce n'est pas que des citoyens, parce que là, il y a un certain nombre de choses, des développements qui sont faits dans la communauté de communes, Mhm. des bourgs qui sont très très développés et où le vélo, ouais. les aspects de la marche, disons, Mhm. les voies cyclistes et piétons Ouais. ont été complètement ignorées. Ouais. Et on n'est peut-être pas prêt de revenir en arrière. Vous voyez, moi je viens de Fontaine-et-Toutefour à vélo. Eh ben, la sécurité, bonjour. Alors, je partage votre point de vue. Hein. Moi, je suis marcheur et cycliste au quotidien. Plutôt discuter de quelle manière on peut faire Ouais. des choses, mais un peu concrètes. Alors, je vous explique pourquoi ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ça veut dire que tant qu'il y a un mode qui est plus rapide et plus pratique que les autres, il sera pris par défaut par la majorité de la population. Ça veut dire que dans une communauté de communes, si vous développez la marchabilité, si vous développez le vélo, vous allez toucher des personnes soit qui n'ont pas d'autres moyens de se déplacer, soit qui ont une forte conscience écologique et qui prennent ça par conviction, etc., qui ont d'autres critères, mais vous n'allez pas massivement faire de report de la voiture vers les autres modes. Ça se vérifie nulle part. Vous allez déployer les transports en commun tant que vous voulez, le vélo tant que vous voulez, la marche tant que vous voulez, tant que la voiture est la plus rapide et la plus pratique, vous ne réussirez pas à changer l'ordre de grandeur des modes de transport. Ça se vérifie partout. Partout. Attendez, s'il y a 30% des personnes, Ouais. parce que les pistes cyclables sont correctes, Ouais. sont correctes, Ouais. eh ben, il y aura 30% de personnes qui le prendront. Alors vous pourrez toujours dire, ou on pourra toujours dire dans une enquête, il y a 70% des personnes Ouais. qui choisissent la rapidité, Ouais. qui croient choisir la rapidité. Mm. Mais comme on a 30% de plus qui prennent franchement ou leur vélo Ouais. ou leur de jambes, on aura gagné Mais les je- 30%. Mais vous voyez exactement, ouais, je ne dis pas que c'est nul. Ben non, Je, mais- je dis que par rapport à notre enjeu, d'accord, de faire du moins 75% en 2050, que c'est bien, mais ça ne peut pas être suffisant. C'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que le choix, encore une fois, il va être d'abord celui-là. Donc tant que les autres modes ne sont pas concurrentiels, et comment est-ce qu'on peut les rendre concurrentiels? Ben, ça veut dire qu'il faut les rendre concurrentiels sur l'aspect pratique, il faut les rendre concurrentiels sur l'aspect rapidité, entre autres. Ouais. Et puis il faut une volonté de nos politiques, Bien sûr. nos Pour- politiciens. Parce Bien sûr. qu'ils nous font du discours beaucoup sur tout ce qui est pollution, surtout, mais il n'y a rien de fait au bout. Ah, alors, après, il y a des actions, on peut discuter entre rien et tout. Voilà. Ils vont dans Mais, le sens de faire payer Ouais. les citoyens pour, Ouais. voilà. en tout cas, il faut prendre ça aussi en compte. C'est-à-dire que tous les territoires qui ont réussi à inverser la tendance, alors moi je pourrais vous parler par exemple de Copenhague, hein, qui est la ville la plus cyclable d'Europe. Oui, Ouais. attention, monsieur. Ouais. Excusez-moi de m'intervenir. Ah. Mais, Ouais, parce que, en plus, je suis bien placé. Ouais. Avant, j'étais parisien. oui, Et je peux vous dire, avec ce qui a été fait, Ouais. se balader en vélo et utiliser son vélo pour aller au travail à Paris, c'est génial. Mhm. Maintenant, on a un autre problème, c'est qu'il y a des bouchons de vélo à Paris. ouais, ouais, Mais il faut arrêter, même les réalités du territoire aujourd'hui, même par rapport à l'agglo de Caen, Mhm. où il y a un système de transport avec du tram, avec Twisto, etc. Et Ouais. la réalité du territoire ici, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et la réalité du territoire, c'est que vous avez un sous-équipement en termes de transport en commun. Moi, je l'ai pris parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années à Paris et je partais le matin. Mhm. Donc vous avez un sous-équipement en transport en commun. Ouais. Et vous avez un territoire qui n'est pas du tout adapté à la circulation vélo. Bien sûr. Je ne parle pas du gars qui travaille, de l'artisan qui travaille, parce que l'artisan qui travaille, ou l'agriculteur,
utiliser sa voiture pour des raisons de praticité, de rapidité, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas aller en vélo. L'artisan ne peut pas aller en vélo. Il ne peut pas se balader sur le territoire en vélo. Mais alors, je me permets de vous... si je veux aller travailler le matin sur le territoire, ou si je veux aller faire mes courses, eh ben, je suis désolé. Mais je pense qu'on... Une fois sur deux, je ne prends pas mon vélo. Je pense qu'on dit exactement... Je suis un super bon citoyen, j'ai acheté une remorque, je suis capable d'aller faire mes courses et de ramener un caddie chez moi avec mon vélo électrique. Par contre, c'est pas possible de passer par un certain nombre de routes. Bien sûr. Mais je pense qu'on dit exactement la même chose. Simplement, quand vous allez dans les... Copenhague, ne prenez pas l'exemple de Copenhague ni de Paris, ça n'a rien à voir avec le... Alors, pourquoi je vais parler de Copenhague et de Copenhague, je ne parle pas que de la ville, je parle du Grand Copenhague, d'accord, où il y a une énorme zone rurale autour, pour voir l'agglomération de Copenhague, hein, c'est plus grand que Caen-la-Mer. Donc ici, on est quand même sur ce type de territoire. Il y a 62% de déplacements en vélo domicile-travail, y compris dans la zone rurale. D'accord, mais dans quelles conditions? Parce que moi, j'ai fait du vélo en Allemagne, y compris en milieu rural. J'ai vu comment les Allemands ils sont équipés en voie vélo. J'ai fait du vélo en Suisse. Je viens de faire le tour du lac Léman. Vous avez, y compris sur des routes départementales passantes, des aménagements sécurisés pour vélo. Ils ne sont pas forcément... Ils sont simplement, et vous avez un comportement des automobilistes, y compris par rapport aux cyclistes. Exactement. Et ben, voilà. Donc, mais c'est pour ça, qu'est-ce qui... La question, c'est où sont les aménagements? Quand on parle de mobilité en vélo, moi je viens de voir le schéma directeur de mobilité, je ne vois rien concernant les aménagements de pistes cyclables. Donc je reste, si vous voulez, là-dessus. Qu'ont fait les Allemands dans les secteurs où ils ont réussi à développer le vélo, les Danois dans le secteur où ils ont réussi à développer le vélo, et les premières agglomérations françaises qui commencent à avoir des chiffres intéressants sur le vélo, c'est qu'ils ont développé tout ce que vous avez dit, les infrastructures, mais aussi les services, mais aussi la communication, mais aussi l'habillement, mais aussi le petit équipement, mais aussi la réparation, mais aussi l'accès au vélo. Donc c'est tout un système global, et ils ont, en même temps, si vous voulez, je peux terminer. Et ils ont en même temps arrêté de développer le transport automobile. Parce que si on continue à rajouter et des routes, et des parkings, et de la vitesse, on a beau mettre la plus belle infrastructure vélo qui soit, elle ne sera pas concurrentielle. Okay ? Donc je vais avancer, et puis après, on pourra peut-être avoir un temps de débat à la fin. Premier élément, donc incontournable, pour réussir une politique de mobilité durable, eh bien, c'est réussir à se libérer, pas complètement, mais un peu, de notre dépendance à l'automobile. L'automobile, elle sera toujours là, elle est toujours utile, elle est essentielle pour certaines choses qu'on ne peut pas faire autrement. N'empêche qu'il faudrait qu'elle soit moins présente, pour laisser plus de place, encore une fois, aux autres modes de transport. Si je continue à faire des nouvelles routes plus rapides, des parkings, des zones où je ne peux accéder plus facilement qu'en voiture, eh bien je vais rendre globalement ma population dépendante de cette automobile. Donc les 5 R, c'est refuser de nouveaux projets, nouveaux barreaux qui viennent développer le réseau routier, qui est déjà hyper développé par rapport aux autres réseaux, notamment le réseau cyclable, notamment le réseau marchable, etc., etc. Le réduire quand on peut le réduire. Ralentir son rythme, ralentir la vitesse permet d'être aux autres modes d'être plus concurrentiels, parce que c'est là vraiment l'avantage concurrentiel de l'automobile. Réaffecter des voies, alors par exemple il y a le département de la Manche qui est en train de réfléchir au fait de réaffecter certaines voies rurales uniquement à la circulation des riverains, des véhicules agricoles et des modes doux. En disant maintenant, si je veux un réseau cyclable sécurisé, rapide pour mon territoire, j'ai déjà tout un tas de routes en fait. Ça sert à quoi de faire et des nouvelles routes et des nouvelles voies vertes, etc., qui vont prendre encore du foncier agricole ou du foncier naturel? En fait, je peux réserver certains de mes voies pour ces circulations-là, plutôt que d'en créer d'autres. Donc ça existe, hein, c'est pas de la science-fiction. Et puis réenchanter le rapport aux autres modes de transport, avoir de nouveaux imaginaires qui soient moins centrés sur l'automobile. Alors encore une fois, si vous allez dans l'agglomération de Copenhague, quand vous voyez des publicités, c'est des publicités pour le vélo, pas pour l'automobile. Donc parce que le vélo c'est beau, parce que c'est rapide, parce que c'est classe, parce que tous les mêmes ressorts en fait commerciaux de l'automobile, vous le retrouvez sur les autres modes de transport. Autre élément, la voiture, encore une fois, on ne pourra pas complètement s'en passer, et c'est bien, c'est un outil qui est encore une fois super intéressant, bien on peut le partager. Donc il y a plein de manières de partager l'automobile, il y a le covoiturage,
Ça, c'est, j'ai ma voiture, mais je la partage de temps en temps avec des voisins, des collègues, etc. L'autopartage, c'est la voiture, elle ne m'appartient plus, elle appartient à un collectif. Donc on partage la propriété de l'automobile. L'autostop organisé, voilà, qui est déjà en développement. Je crois que vous avez une initiative Réseau Pouce sur le territoire. Voilà. Ou tout ce qui est système de location, plus ou moins longue durée aussi, qui permet de s'affranchir de la possession et de pouvoir continuer à avoir un accès à une mobilité type automobile motorisée. Autre chose, les transports en commun. Alors, très intéressant, les transports en commun, évidemment. On est auto-guidé. Hein, il y a un chauffeur, donc on n'a plus besoin d'être au volant. Service main libre dans le transport en commun, vous pouvez lire, vous pouvez écouter de la musique, etc. Stationnement garanti à l'arrivée, et puis dans certains territoires, vous avez des voies privilégiées aussi qui sont réservées au transport en commun, donc ça vous permet de doubler les autos qui, elles, sont dans les embouteillages aux heures de pointe. Autre élément, la marche, qui a un gros potentiel aussi de développement, la marchabilité, à condition évidemment d'avoir quelques services à proximité, donc il faut un peu de densité là. Rapide, adaptable, dynamique, instantané, simple, ça c'est la marche. Vous voyez là, ça c'est une initiative qui a été faite sur la base du métro parisien, et en fait les numéros entre chaque station, c'est les temps en marche à pied. Parce que même à Paris, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait un moment des problèmes de surfréquentation des transports collectifs parce qu'ils sont très bien faits, très accessibles, etc. Alors que les choses sont accessibles très facilement en marchant. Donc une carte des temps d'accès à pied, et là qui est basée sur les stations de métro, parce que c'est quelque chose que connaissent bien les Parisiens, et qui permet de remettre un peu au goût du jour la marchabilité, de se dire bah ouais en fait je fais ça tout le temps en métro, mais j'en ai pour 5 minutes à pied. Ça sert à quoi de descendre, de prendre le métro, de surcharger en heure de pointe. Alors le vélo, qui est le mode de transport le plus performant, tout indicateur confondu, en dessous de 7-8 km de distance. Hein. C'est le plus rapide. Consommation 0 litre au 100, hein, imbattable. Vous êtes connecté à la nature. Vous avez un GPS anti-bouchon intégré. Hein, vous défilez trop bloqué dans un bouchon en vélo. Voilà, donc il y a un potentiel énorme sur le développement cyclable. Et puis, dernier outil que je voulais vous présenter, c'est le hamac. Voilà, qui est un outil multimillénaire aussi, éprouvé en termes de mobilité. Vous pouvez aller où vous voulez en rêvant. Ok. Et autonomie, là aussi, illimitée. C'est-à-dire que parfois, en fait, la meilleure réponse à la mobilité, c'est la non-mobilité, ou la démobilité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce déplacement, en fait? Et pourquoi faire? Et parfois, peut-être que gagner du temps, ralentir, ça permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Alors, pour vous-même, vous aimeriez quoi? Plus de vélo, plus de marche à pied, plus de transport en commun, ou plus de hamac? Je vais juste sonder votre avis. Alors voilà, personne qui veut de tout. Alors, j'ai un groupe, oui, plutôt bleu et vert, du vélo, du transport en commun. J'ai un peu de hamac quand même, plutôt bleu et vert, ouais, transport en commun, vélo, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation avant qu'on passe aux travaux pratiques? Oui. Oui, vous parlez de Copenhague. Moi, je vais parler d'une région de France que je connais bien, l'Alsace. Ouais. Du nord au sud de l'Alsace, vous avez des trains à fréquence régulière. Dans toutes les gares d'Alsace, vous avez un parc à vélo qui ferme à clé. Ouais. Vous pouvez même maintenant mettre dans le wagon à l'arrière du train votre vélo et ça fonctionne très bien. Ouais. Il y a un exemple qui est fait dans notre région entre Caen et Bayeux. La gare de Bretteville-l'Orgueilleuse a été bien aménagée dans ce sens-là et ça fonctionne. Ouais. Et ben, il faut le faire aussi ailleurs. Bien sûr. Entre Caen et Évrecy, sans prendre de terre agricole, vous avez toutes les bernes qui font 2 mètres de large, ouais. Il suffit de les aménager. Ouais. Ouais. Et de faire un parc à vélo avec un abribus et un parc à voiture, pourquoi pas. Tout le monde peut peut-être pas aller à vélo, mais on se rend au parking où il y a le bus qui s'arrête, le gros bus, et direction de Caen. Parce que ce que vous avez dit, ça permet d'augmenter
la rapidité des alternatives et leur praticité. Voilà. Donc on est, encore une fois, dedans. Ouais. Parce que moi, je fais du vélo aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que d'aller à Caen à vélo, il y a des fois... Ouais, ça marche. Ouais. Oui, bon. Alors dans la même continuité, il faut savoir qu'il y a des gens qui aimeraient bien prendre des transports en commun, notamment sur la ligne de Caen, Mésidon, tout ça, puisqu'il y a des personnes qui manifestent en gare de Moult ou en gare de Carpiquet parce qu'ils veulent la réouverture de la gare. Cette gare-là, elle circulait à une époque. Donc je pense que ça n'a pas un coût important et c'est facile à faire. Mais derrière, on a toujours nos politiciens. Ils sont plus axés sur la route que sur les autres transports. J'ai toujours connu ça dans mon secteur. En fait, ce que vous dites, alors déjà le ferroviaire, quand même, ça a des coûts quand même assez importants. Et si les trains se sont vidés, c'est aussi parce qu'il y avait la concurrence d'autres modes de transport. D'accord. Ouais. Et donc, tant que cette concurrence-là reste en place, si vous rouvrez les trains, il va y avoir du monde, mais vous n'allez pas avoir de bascule importante par rapport aux automobiles qui sont toujours existantes. C'est-à-dire que dans les conseils régionaux, lorsque vous avez des transporteurs routiers, forcément, ils ne vont pas aller dans le sens du chemin de fer. C'est sûr. Parce qu'on a connu ça. Il faut pouvoir faire les deux et rendre intéressantes les alternatives et aussi pouvoir limiter la performance du réseau automobile. C'est toujours pareil, les deux. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a une prédominance de la voiture, mais c'est y compris dans la tête des aménageurs de terrain. Je vais prendre un exemple, un truc qui est absolument extraordinaire. Alors, ceux qui sont sur le territoire vont voir de quoi je parle. Il y a un carrefour qui a été aménagé entre le carrefour qui est entre Saint-Honoré et Avenay et qui croise avec la route qui vient encore de la Maillé jusqu'à Évreux. Lors de l'aménagement de ce carrefour, il y avait une petite route sur le côté qui allait à Mézay. Cette route, elle était géniale pour au moins faire un morceau du trajet sécurisé en vélo pour arriver au carrefour de Mézay, même pour les gens de Mézay. Sauf que le département, je crois que c'est lui l'aménageur, quand ils ont aménagé le carrefour, juste pour sécuriser le carrefour, on a mis une grosse butte de terre pour empêcher l'accès à cette route à Mézay. Vous voyez bien de quoi je parle. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire pas un seul moment, dans les services techniques du département, on a imaginé que, alors peut-être qu'il fallait limiter la circulation automobile entre Mézay et ce carrefour, parce qu'effectivement, si j'habite à Mézay, je peux faire le tour, etc. Mais juste mettre des plots, sauf que les gars du service technique du département, ils ne se sont pas emmerdés. Ils ont mis une grosse butte de terre, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que même si vous êtes piéton, et si vous voulez prendre cette route, ou si vous êtes cycliste, eh ben, vous ne pouvez pas. Donc là, il y a quand même aussi des solutions, parce que je sais qu'aménager des pistes cyclables, ça a un des coûts. On est dans des réductions de coûts, y compris des financements de l'État sur des aménagements de vélos qui vont aller en se réduire, mais alors il y a des moments quand même, simplement, un bon sens des aménageurs de terrain, mais je ne parle pas des bureaux d'études, je parle des gars, le service technique du département, les gars qui ont pensé l'aménagement de ce carrefour, pas un seul instant, ils se sont dit, peut-être que si on garde cette route-là, qu'on la limite à la circulation piéton. Mais il y a une culture, c'est pour ça que j'ai sorti mes hommes préhistoriques tout à l'heure avec la roue, d'accord. Il y a une culture en fait qui a été construite depuis des années, c'est de la faute à personne en fait, c'est construit avec le temps, avec les habitudes, avec les souhaits d'une époque, etc. Une culture aujourd'hui qui est focalisée sur l'automobile, la facilitation de l'automobile, la sécurisation de l'automobile, et qui se fait malheureusement la plupart du temps au détriment des autres modes, et c'est invisible pour ceux qui le pensent. Ils ne pensent pas forcément à mal, voilà. Mais il y a cette difficulté à penser globalement la mobilité, et dans toutes ces petites subtilités, ces détails, ces interfaces, qui rendent pratique et accessible le vélo, la marche, les transports en commun. Ça, c'est clair. Donc il n'y a pas que des réponses techniques, la réponse est aussi culturelle, complètement. Dans la tête d'un certain nombre de personnes, le vélo, c'est juste pour les cyclistes qui sortent le vélo. Oui, c'est ça, On va passer la parole. Oui, monsieur, puis après devant. Je trouve déjà très bien que la communauté de communes ait ce type de proposition, d'atelier. Maintenant, ce qui serait très bien pour continuer, c'est que dans chacune des
des bourgs, des communes, de notre communauté de communes, il y ait une parole qui soit donnée aux citoyens par rapport à leur usage. Oui, aux aménagements, qui font de la trottinette, tout ça, et qui font du SUV, et savoir un peu de quelle manière on peut aménager. Parce qu'il y a quand même des choses, c'est absolument fou, comment ils ont raté, disons dans la commune où j'habite, il y a eu une augmentation très importante. Il y a des pistes cyclables à l'intérieur des lotissements. Parce que les lotisseurs, ils connaissent leurs obligations, ils ont fait des pistes cyclables et piétons, mais c'est raccordé à rien du tout. Le département fait quand même quelque chose qui est assez intéressant, de refaire la route qui va de l'A84, disons de Verson, Fontaine, Mouan, jusqu'à Saint-Maur-Vieux-Noré. Ils ferment ça pendant des mois. Il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de piéton. Alors c'était quand même une façon assez forte de passer de l'autre côté. Tout est comme ça. Ça serait intéressant. Mais je prends un autre exemple parce qu'il y a des exemples où ça ne coûte pas bien cher. Fontaine et Terville, pour prendre ce qu'a fait Caen-la-Mer, il faut déjà faire Fontaine et Terville. Et c'est quand même plutôt pas sécure. Mais en cherchant, j'ai trouvé des chemins agricoles comme ça, et j'y arrive. Et ben, il ne faudrait pas grand-chose pour enlever un certain nombre de trous dans ces chemins-là, etc. Et s'entendre avec Caen-la-Mer aussi. Parce que quand on est à Fontaine, pour aller à Caen, comme on fait, on y va par Verson. Verson, c'est Caen-la-Mer, et Terville, c'est Caen-la-Mer. Quand on fait des réseaux comme ça, ben, il faut voir, pas seulement dans la communauté de communes, pas faire quelque chose de central sur la communauté de communes, c'est voir ce que font les gens, où ils vont. D'où l'importance d'une consultation citoyenne, mais que ça soit dans la démocratie normale. C'est-à-dire, il en existe une, c'est le baromètre vélo. C'est une boîte à idées pour... je l'ai fait. Ouais. J'ai répondu au baromètre. Ok. C'est des infos transmises. En tout cas, voilà, l'idée là, c'est de vous présenter certains principes fondamentaux sur la mobilité qu'il faut avoir en tête après quand on vient travailler sur des questions de proximité. Je prends peut-être une dernière question, puis après on va passer aux travaux pratiques. Oui, monsieur. Je ne sais pas si les réseaux poussent, ça fera partie des ateliers juste après. Non, pas forcément. Mais en fait, moi, ce qui me sidère, c'est le nombre de trajets de nos villages vers Caen. Ouais. On est tous un seul dans la voiture. Et qu'il y a eu l'idée de stop partagé, organisé, qui a été abordée. Et le réseau pouce peut être une solution. Est-ce qu'il y a des initiatives déjà sur nos communes autour de ça? Non, c'est Blablacar. Les trajets sont cofinancés par la Concorde. Alors l'atelier qu'on vient de faire, il y avait une partie échange, débat, présentation un peu mode conférence, et puis une deuxième partie en mode atelier où l'idée c'était de réfléchir ensemble à des solutions de mobilité. Donc la première partie de l'atelier, c'était essayer de partager des éléments fondamentaux qui font qu'on comprend pourquoi aujourd'hui on se déplace. Pourquoi est-ce qu'on est amené à se déplacer presque exclusivement en voiture ou très majoritairement en voiture? En fait, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps, pendant des décennies et qui maintenant nous semble une évidence. Mais au début, c'était pas du tout une évidence en fait. On est un peu enfermé dans ce mode de pensée autour de l'automobile. Donc comprendre ça pour s'en libérer après derrière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette dépendance? Qu'est-ce qu'on peut imaginer individuellement ou collectivement pour faire un pas de côté et essayer de trouver d'autres solutions? Engager le public avec ces ateliers, pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire des choses ensemble en fait. L'engagement, il vient en faisant, en partageant, en confrontant son point de vue avec celui de l'autre. C'est pas juste écouter un intervenant aussi passionnant et sachant soit-il qui permet de provoquer cet engagement individuel ou collectif. En fait, il faut pouvoir discuter, échanger des valeurs, échanger des bonnes et des mauvaises idées. C'est ça qui donne envie d'agir.